Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est pour moi un très grand plaisir, un réel d'ailleurs, de vous savoir nombreux à suivre votre magazine Entretien. Entretien qui reçoit deux invités, deux jeunes cadres du Mouvement de Libération du Congo, le parti cher à Jean-Pierre Bemba, qui sont à la pointe et qui sont venus justement répondre à nos questions sur des questions d'actualité politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Il s'agira principalement dans cet entretien de ce jour de la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante avec les diverses réactions des acteurs politiques et pourquoi pas également du MLC, les Front pour la Reconstruction qui vous avez suivi, qui parle d'un calendrier mensonger, frauduleux, non consensuel et qui appelle également le peuple à libérer le processus, c'est le terme employé par le MLC, les Front pour le respect de la Constitution, à libérer le processus d'ici le 31 décembre 2017 à travers l'article 104. C'est pas moi qui le dis, les deux invités vont essayer de donner un peu plus d'explications, expliciter en fait ces mots employés. Et pourquoi pas, nous allons également, en deuxième lieu, parler également de la fameuse ou de la problématique de l'unité de l'opposition congolaise. Vous le savez, à l'approche des enjeux politiques de l'heure ou électoraux, il se pose un problème de l'unité de l'opposition pour justement essayer de pouvoir entamer l'alternance démocratique. Est-ce que c'est possible? La question que tout le monde se pose, c'est possible d'avoir l'alternance démocratique à travers l'unité de l'opposition? On a déjà vu l'appel lancé par le sénateur Jean-Pierre Bemba, le président national du MLC, aux forces politiques de l'opposition, également de ceux civils, pour justement cette unité. Nous allons également aborder ce point avec nos deux invités. En dernier lieu, nous parlerons de l'indépendance de la CENI, l'organe technique censé organiser les élections, qui doit briller par la neutralité et par l'impartialité. Déjà, quoique, avec la présence de certains membres de cette centrale électorale qui participent aux réunions de bureaux politiques de certains partis politiques également, nous allons aborder est-ce que c'est normal au regard de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous allons en parler ce soir. Régis Kassama, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux également de recevoir sur ces plateaux Yves Kitumba. Bonsoir. Bonsoir Michel. Merci de répondre à notre invitation de l'entretien. Merci pour la marque de considération renouvelée. Je vous en prie. Merci. Également. Ça a été réclamé. Ça je le dis. Nous sommes là. Recevez-nous sur votre plateau ces deux jeunes cadres du MLC qui de fois on le voit, mais de pouvoir donner un peu de l'avis sur le plan d'une analyse approfondie sur les questions politiques. Notamment aujourd'hui on parle de la publication des calendriers électoraux. C'est la question qu'on va aborder au tout premier point de cette émission. La réaction d'abord du MLC n'a pas été tardée à travers une communication rendue publique à cet effet. Tout d'abord, Yves, comment est-ce que vous saluez le calendrier ou vous le rejetez? Déjà, Michel, je veux vous avouer que le calendrier électoral est un calendrier publié par la CENI. Les calendriers publiés par la CENI est un calendrier irréaliste. Je vais m'attarder sur deux points seulement, où j'estime que ce calendrier est un calendrier mensongeux. Vous comprenez? La loi électorale, ils disent voilà, ils doivent voter la loi, ils prévoient 15 jours pour le vote de la loi. Il ne s'agit pas de la loi, c'est l'annexe de la loi. C'est un logiciel sur la répartition des sièges. C'est un logiciel en 30 minutes, lorsqu'on place les données sur les 45 millions d'habitants, les logiciels calculent. Ça c'est un. Deuxième élément là où moi je vais m'apaisantir, c'est l'enrôlement de Congolais de l'étranger. Mais écoutez, c'est légal, c'est constitutionnel, c'est un droit constitutionnel, mais c'est un process. C'est une procédure. Je vais vous donner un cas. Les Congolais qui vivent aux États-Unis, oui. Parce que la Constitution nous donne le même droit de faciliter le Congolais, de la même manière qu'on a facilité l'enrôlement ici dans notre pays, ici au Congo, ils doivent le faire aussi pour les Congolais qui vivent à l'étranger. Il faudrait avoir 90 jours, le même facilité, des mêmes facilités. Bon, nom de l'équité. Voilà. Les gens qui vivent aux États-Unis, nous avons notre chancellerie à Washington. Vous comprenez? Alors, celui qui vit à New York,
les Congolais de l'étranger qui vivent à New York, à Illinois, comment ils font pour venir s'enrôler? Ils doivent prendre l'avion et venir s'enrôler à Washington. Quelle est la méthodologie pour enrôler les Congolais de l'étranger? Il y a également les dépenses actuelles, il faut acheter les billets d'avion. Avec quels moyens? Déjà, nous avons un problème de moyens à l'interne ici. Les gens qui sont à Befale, chez nous là-bas, à Gungu, à Idiofa, un peu plus loin, ils ont fait des kilomètres pour aller se faire enrôler. Avec quels moyens qu'ils vont faire enrôler les Congolais de l'étranger? Tout ça, c'est pour gagner du temps. Tout ça, c'est pour retarder le processus électoral. Mais nous disons gagner du temps, pourquoi en faire? Ce qu'on n'a pas fait dans 15 ans, on le fera dans le 4 mois. Donc pour vous, il ne faut pas enrôler les Congolais de l'étranger? Nous sommes tout à fait d'accord d'enrôler les Congolais de l'étranger, mais c'est un process. C'est comme on a fait pour la décentralisation, c'est comme on a fait pour le découpage de provinces. C'est un droit constitutionnel, mais c'est un process. Nous avons besoin des élections le plus vite. Vous comprenez? Nous avons besoin des élections. Mais si déjà en 2006, on n'a pas pu enrôler les Congolais de l'étranger, en 2011 autant. Je ne suis pas contre l'enrôlement des Congolais de l'étranger, mais la proportion. On aurait bien souhaité que ce soit les cas. La proportion de Congolais de l'étranger par rapport aux 45 millions de Congolais déjà enrôlés. Vous comprenez? Donc pour moi, c'est juste de stratagème pour retarder le processus électoral en vue de gagner du temps. Mais nous disons, gagner du temps, pourquoi en faire? Vous voyez la situation sécuritaire. Pour un cycle électoral complet. Donc plus on gagne du temps, plus la misère s'accroît. Plus vous avez vu la situation économique, l'effritement de la situation économique, la dégradation de la situation sécuritaire. Au fur et à mesure, nous n'allons pas aux élections et les difficultés vont s'accroître. Très bien. Est-ce que vous pensez que aller aux élections, changer les présidents de la République, on le veut la Constitution et l'accord de la Saint-Sylvestre, ça sert à résoudre les problèmes? Est-ce qu'après cela, on aurait, comme le dit tout à l'heure Yves, les Congolais vont manger 3 fois par jour et on aura des routes, on aura des bons hôpitaux, des bonnes écoles par exemple, c'est ça? Vous pensez? Quand vous parlez de résoudre le problème, vous parlez de quel problème précisément? Les problèmes socio-économiques des Congolais. Si c'est les problèmes électoraux que nous avons connus en 2015, qui fait qu'aujourd'hui le pays continue de sombrer dans cette crise électorale, je vous dis que oui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu élection présidentielle quand il le fallait et qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle continue de multiplier des stratagèmes pour éviter à ce que nous allions aux élections. Aujourd'hui, nous ramener vers les élections résoudra ce problème d'alternance à la tête de l'État. Alors, si vous me parlez de la situation sociale, de la situation économique, ça je vous dis que c'est encore autre chose. À ce niveau-là, nous allons voir parmi les candidats qui se présenteront, quel est celui qui amènera un meilleur programme. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, le problème c'est un leadership faible qu'on a à la tête du pays qui a fait que nous puissions arriver à ce niveau-là? Aujourd'hui, le départ du président de la République, parce qu'ayant fini son quota de 2 mandats, aujourd'hui en tant que président de la République, il appartient au passé de la République démocratique du Congo. Il est appelé à être sénateur à vie, ou il peut même briguer d'autres mandats politiques pour le compte de son pays. Nous n'en sommes pas contre, mais à ce niveau-là, il fait partie du passé de la République. On revient sur le calendrier électoral. Vous, c'est vrai, au-delà de tout ce qu'on peut dire, sur Nanga, vous tirez un peu à boulet rouge sur Nanga, que là, il roule pour la majorité, il veut organiser l'élection, tirer les choses en longueur, comme vous le dites. Mais quand même, il est passé de 504 jours à 306 jours. Comme c'est une volonté qu'il faut saluer, il faut encourager. Mais vous dites, non, c'est pas suffisant. Moins 200 jours qu'il a déjà eu à faire des concessions, d'ailleurs de façon unilatérale d'ailleurs, il faut le dire. Mais quand même, ça n'est pas vers un processus qui doit être quand même équitable à ces niveaux-là. Vous savez, M. Koyapa, les élections dans ce pays ne dépendent pas de la bonne volonté de M. Corneille Nangaa. Il y a des éléments qui font que, au regard de la Constitution, nous devrions voir les élections en 2016. Ils ont organisé l'absence des élections en 2016, ce qui a fait qu'il y a eu accord de la SENCO pour 1 an de plus afin de pouvoir organiser les élections. Là encore, ils ont traîné les pas. Que ce soit au niveau du gouvernement dans le financement des élections, que ce soit au niveau de la CENI dans l'organisation et dans l'exécution réelle du calendrier électoral. Au jour où nous sommes aujourd'hui, tous ces stratagèmes-là ne nous ramèneront à rien si ce n'est pas à faire du rond-point. Parce que comme l'a dit mon cher collègue, en termes de programme gouvernemental, la majorité présidentielle actuelle n'a rien de nouveau à créer ni à ajouter. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est leur départ
pour permettre à la succession de ramener la nation vers le développement tant souhaité par le peuple congolais. Vous en tenez à votre thèse de dire, écoutez, en moins de 100 jours, il est possible d'organiser des élections, c'est ça? Je pense que petit à petit, la CENI est en train de nous rejoindre parce que, comme vous l'avez dit, elle était à 506 jours et là, ils sont à 306 déjà. Nous allons les ramener vers notre thèse qui prouve qu'en moins de 200 jours, nous allons organiser les élections. Voilà pourquoi je dis que je n'adhère pas au calendrier publié, mais je ne le rejette pas complètement parce que je sais que ce calendrier est perfectible. Nous travaillerons ensemble pour ramener ces élections-là aux alentours du 30 juin 2018, comme prescrit dans la communication de mon parti cher, le MLC. Mais on parle d'un projet. Pour vous, vous dites que le calendrier, même si c'est à l'issue d'une décision de la plénière de la CNE, vous dites que c'est un projet qui doit être revu à travers la tripartite. Oui. Est-ce que Nanga, vous pensez que Nanga va vous écouter finalement? Écoutez, les pays n'appartiennent pas... Quelle est la marque de manœuvre que vous avez pour faire contraindre tous les bureaux de la CENI? Le processus électoral est constitutionnel, ça n'appartient pas au président de la CENI. Le processus électoral, c'est le processus pour la nation. Ce n'est pas à Nanga le monopole de parler sur les processus électoraux. Et d'ailleurs, ce processus regorge les parties prenantes. Donc, nous sommes une partie prenante. Nous exigeons qu'il y ait une réunion technique entre nous, les parties prenantes, l'organe technique et les partenaires, en vue de trouver un calendrier consensuel. C'est discutable. Voilà, nous voulons un débat. Ils ont émis un calendrier, je vous ai donné les 2 points dont moi je suis contre. Oui. Et nous devons discuter et il est possible de raccourcir les calendriers parce que notre communication, vous avez suivi l'autre fois, nous avons démontré avec déclinaison qu'il était possible d'organiser les élections dans moins de 200 jours. Qu'il était possible parce qu'il y a aussi des techniciens dans cette république. Il n'y a pas que Nanga, il n'y a pas que les gens qui travaillent à la CENI. Il y a d'autres techniciens qui sont là, qui ont réfléchi ensemble. C'est-à-dire, d'ailleurs, chez nous, dans notre parti, nous avons réfléchi et nous avons proposé à la CENI, en démontrant que les 504 jours étaient tout à fait fallacieux. C'est d'ailleurs le seul parti politique qui a pu proposer, hein, au-delà de... Tout à fait. Nous sommes un parti rationnel, où nous réfléchissons avec célérité. Nous ne sommes pas dans des discours populistes. Nous voulons une solution pour notre pays. Vous savez, la solution pour notre pays, c'est l'alternance politique. Nous devons goûter à l'alternance politique de manière démocratique. Le président de la République a fait ses 2 mandats prévus par la Constitution. C'est fini. C'est fini. Il n'y aura pas autre possibilité d'avoir un mandat additionnel. Le texte de la République ne le prévoit pas, ni la Constitution, ni l'accord politique. Donc pour nous, en tant qu'un parti respectueux des textes, nous sommes attachés aux valeurs républicaines et aux valeurs de la Constitution. C'est pourquoi notre groupe s'appelle Front pour le respect de la Constitution. Donc nous voulons l'alternance politique de manière démocratique dans notre pays, par les élections. Donc nous devons organiser les élections le plus vite. Plus nous gagnons du temps, comme je venais de le dire, plus la misère s'accroît, plus les problèmes vont s'ajouter, plus le pays va sombrer même dans l'aliénation. Régis, mais en fait, finalement, vous dites qu'il faut revoir les choses, c'est un projet qu'il faut revoir, c'est bien, c'est une proposition que vous l'avez dite. C'est possible encore de ramener, même au 30 juin 2018, c'est en mettre les mots par rapport à toute l'opposition qu'il a dit. Mais déjà, on sent que vos partenaires internationaux, extérieurs, comme on le dit, on a suivi les départements d'État américains, on a suivi la France, on a bien, je crois récemment, l'Union européenne. En tout cas, tous saluent ces calendriers, mais ils insistent sur le fait qu'il faut que les élections s'y tiennent et que finalement Kabila ne soit pas là. Au fait, vous savez, tous ces partenaires-là se félicitent qu'enfin nous ayons un calendrier, mais ils savent tous que ce temps-là qui a été mis dans la déclinaison de la CENI contient un temps de surplus pour rien. Okay? Ils savent aussi que nous devons nous rencontrer, comme l'a dit mon cher collègue, pour discuter et démontrer, preuve à l'appui, que nous pouvons réduire ce temps-là et avoir des élections qui soient libres et transparentes dans ce pays. Donc, que les partenaires soutiennent ou saluent cela est une chose, mais dans la réalité, c'en est une autre. Nous devons aller vers les élections et croyez-moi, avec le MLC, quand nous apportons une critique, nous apportons aussi une solution. Nous avons cette batterie de solutions que nous sommes prêts à apporter et nous allons y aller. Mais la question que se pose maintenant, comment vous allez arriver? Parce que là, Nanga, j'ai posé la question tout à l'heure, si Nanga ne semble pas fléchir, ne semble pas vous écouter dans cette logique-là.
Je vous ai dit. Est-ce que vous allez, quelle garantie, quelle marge que vous avez pour essayer de pouvoir obtenir la convocation de cette tripartite qui a disparu d'ailleurs? 2 fois vous avez eu la tripartite, mais Nanga a dû vous rouler tous pour essayer de ne pas tenir la tripartite. Est-ce que vous pensez que Nanga va vous écouter pour vous réunir, la classe politique, les parties prenantes, pour essayer de réduire encore davantage les temps impartis pour les élections? Au-delà d'apporter la critique et la solution, nous sommes aujourd'hui dans une logique où nous disons, article 64, le peuple va libérer le processus électoral par des actions pacifiques sur le terrain. Et dans ces actions pacifiques-là, nous allons y ajouter une pression diplomatique sur la CENI, sur le gouvernement, pour que tous les moyens soient mis en place afin de nous ramener vers les élections. Et parmi les moyens que nous attendons, il y a cette tripartite autour de laquelle nous allons discuter pour ramener ce calendrier autour de juin 2018. C'est la seule option que nous avons en ce moment. Nous nous battrons pour y arriver, croyez-moi. Yves, dans vos brandissez, comme on dit, les spectres de la violence, appeler les gens à la révolte, c'est ça? Non, écoutez, nous allons demander à notre peuple, y compris nous-mêmes, nous allons nous battre avec des actions pacifiques pour qu'il y ait des élections. D'abord pour qu'il y ait convocation de la réunion tripartite en vue de raccourcir le calendrier électoral pour qu'enfin nous ayons les élections. Appeler le peuple, ce n'est pas le fait de les appeler pour la violence, non. Mais vous n'avez pas aussi les monopoles de ces peuples-là. C'est la question également. Aujourd'hui, allez sonder le peuple congolais. Il n'a besoin de 2 choses, le pain et les bulletins de vote. Entre-temps également, on dit que le peuple a besoin de Ouméla. Non, non, écoutez, cette histoire de Ouméla, je vais vous dire, il y a des familles de la majorité présidentielle qui ne sont pas payées au moment où nous parlons maintenant. Il y a des familles de la majorité présidentielle qui n'ont pas mangé. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des familles de la majorité présidentielle qui sont dans la merde, dans des hôpitaux. Donc, qui sont également dans le noir, qui manquent de l'eau également. C'est incohérent. C'est incohérent de dire Ouméla pendant que leur propre famille souffre. Dans une flatterie, en fait. Nous voulons le bonheur de notre peuple. Nous nous sommes engagés en politique. Je vous ai toujours dit que notre génération est une génération d'espoir. Nous nous sommes engagés en politique pour apporter des solutions pour notre pays. Vous comprenez? Nous allons conscientiser notre peuple en les inculquant les valeurs républicaines de réclamer les élections. Parce que nous estimons que c'est la voie royale pour qu'il y ait accalmie, pour qu'il y ait paix sociale dans notre pays. Je vous dis, vous allez voir d'ici décembre 2017. Mais Régis, justement, vous allez vous répondre par rapport à ça, mais je vais également relancer en même temps. Le calendrier est assorti de contraintes. D'ordre logistique, financière également, les contrats également légales, il faut également les dire. C'est quand même réaliste, et quand même lorsque Nanga dit qu'il n'a pas l'argent, il s'est posé un problème de logistique, il s'est posé un problème logistique, il a même évoqué qu'il faudrait au moins une centaine d'avions pour que les matériels électoraux puissent atteindre les différents hubs qui seront prévus, bien évidemment. Est-ce que ce n'est pas réaliste en fait de dire, écoutez, compte tenu de l'immensité de notre pays, 2 345 000 km². Un continent, dans un continent également. Mais est-ce que vous ne pouvez pas voir cette réalité en face et accepter finalement que Nanga est en train de faire un effort pour que finalement on puisse avoir des élections? Vous savez, M. Koyapa, en tant que fils de ce pays, je n'ai jamais aimé, je n'ai jamais apprécié cet argument qui me dit en longueur de journée que le Congo est un pays à la taille d'un continent et que nous n'arrivons pas à le manager. En tant que Congolais, nous devons éviter d'avoir ce genre de discours dont se servent les nations étrangères qui nous combattent pour nous raver des terres. Ce pays est le nôtre, il a la taille qu'il a, nous devons de le manager ainsi. Et s'il faut revenir à votre question concernant les contraintes du calendrier électoral, j'ai été abasourdi de voir comment est-ce qu'au même moment où le président de la CENI publié son calendrier, a mis un accent particulier sur les contraintes d'ordre logistiques et financières qui doivent nous ramener vers les élections. Parce que, je dois encore vous rappeler que ce calendrier, nous l'avons eu suite à une certaine pression. Il y a eu une pression en interne avec les partis de l'opposition et il y a eu une pression extérieure qui a fait que, juste après la visite avec Mme Nikki Haley, le calendrier a été publié. Et je sais, parce que comme vous le savez bien,
nous avons eu un émissaire qui a participé à cette rencontre, que les questions de financement par les bailleurs extérieurs a déjà été réglée. Mais jusque-là, il y a Nanga dit qu'il n'y a même pas $1, même pas un sou dans la caisse de la CENI. Mettre les moyens à disposition de la République et de la CENI pour organiser les élections. Nous voulons maintenant que dans le second volet, le gouvernement aussi puisse financer les élections. Pas plus tard que hier, j'ai eu une révélation. Nous avons eu une information selon laquelle le Premier ministre Badi Banga aurait financé plus la CENI que le ministre Matata Ponyo. Il a parlé de 105 millions de $. J'aimerais aussi qu'on nous dise aujourd'hui où se trouve le gouvernement Tchibala dans le financement des élections. Okay? Parce que en ce qui concerne la partie logistique, nous devrions, dans notre armée, dans les institutions de la République, avoir des moyens de transport, avoir des moyens de communication, notamment des routes. On nous a parlé de 5 chantiers, on nous a parlé de révolution de la modernité. C'est maintenant le temps de nous prouver qu'il y a des routes en province qui peuvent acheminer le matériel. Mais la réalité c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, malheureusement. La MONUSCO a des moyens logistiques. Nous pouvons y arriver. C'est question de volonté purement politique. Tout à fait. Mais justement, si c'est fait pas. C'est vrai que Régis parle, écoutez, il y avait la révolution, il y avait 5 chantiers, il y avait la révolution moderne. Oui, certes. De tristes mémoires. Bon, voilà, de tristes mémoires, c'est ça les mots que je vais dire. Mais en réalité, on n'a pas ces routes, on n'a pas ces moyens logistiques pour déployer. Les problèmes des moyens. Et l'argent d'ailleurs. Non, je dirais les problèmes des moyens pour les financements. Même si Nanga dit qu'il n'y a pas l'argent, mais c'est comment fonctionne au niveau des élections. C'est un prétexte. On ne prépare pas les élections au cours d'un exercice budgétaire. Ça fait 5 ans qu'on prépare les élections. Les budgets ont été votés au niveau du Parlement depuis 2012 ou 2011 jusqu'à présent. Ça, c'est une prévision. Il y avait une quotité. Ça, c'est une prévision. Il y avait une quotité réservée. On parle de 50 millions, mais c'est les chiffres. Vous êtes journaliste outillé. Lorsqu'il y a eu le Premier ministre de triste mémoire, Matata Ponyo, il a parlé de la croissance à 2 chiffres ou quoi. On a stabilité des cadres macroéconomiques. Voilà, on a parlé des chiffres ou quoi, je ne sais même pas quoi. Voilà. On ne peut pas parler de problème de moyens maintenant. Parce que les budgets ont été votés, la soi-disant croissance a été actée, et puis il devait y avoir une quantité pour les élections. On ne prépare pas les élections au cours d'un exercice budgétaire. Aujourd'hui, en 2016-17, vous allez nous parler de problèmes de moyens. C'est des prétextes. C'est des prétextes. Au-delà de cela, les partenaires, nous avons dit, nous devons associer nos partenaires pour nous appuyer sur le plan de la logistique et du financement. Nous devons aller aux élections. Quoi qu'il en soit, nous irons aux élections. Retarder les processus, ça ne servira à rien. Parce que dans la tête des Congolais qui nous suivent en ce moment dans la maison, c'est les élections ou rien. C'est ça le problème. Donc la population ne veut plus de cette majorité, ne veut plus de ces gouvernants. Il veut se choisir ses propres dirigeants. Donc ça ne servira à rien de retarder ou de prolonger les élections. Ça ne servira à rien. Plus on prolonge, plus on a de problèmes. Parce qu'en principe, ce qui restera, c'est qu'au-delà de tout, il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est une évidence. Hein? Mais vous, en même temps, c'est ça qu'on a entendu dire dans certains médias ici, et le MLC principalement a été vilipendé. Votre secrétaire général adjoint, Fidel Baba, là, on l'a dit, écoutez, le 31 décembre 2017, on passe. Vous dites qu'il faut 200 jours, c'est vrai. On est pratiquement dans le mois de juin 2018, il faut voir les élections. Entre-temps, Kabila, quel est son sort dans son avenir du 31 décembre 2017 au 30 juin 2018, par exemple? Est-ce que ce sera une transition sans Kabila ou avec Kabila? Nous sommes dans une logique où cette crise sera résolue par une alternance démocratique à la tête de l'État. Vous pouvez parcourir la constitution congolaise, vous verrez que le processus ou le mécanisme de transition n'est pas prévu dans la constitution congolaise. Okay? Encore moins dans l'accord également. Hein, alors, nous dans le MLC, nous sommes dans une logique où jusqu'au 31 décembre, nous devons libérer le processus électoral par des actions pacifiques sur le terrain. Nous assurer qu'au 30 juin 2018, nous ayons des élections et nous allons aller vers les élections pour remplacer le président Kabila à la tête de l'État. Nous ne sommes pas dans une logique où nous ramènerons le peuple vers des manifestations sanguinaires et meurtrières. Nous sommes responsables pour avoir fait la guerre. Nous connaissons le prix de la paix. Nous devons maintenir la paix dans notre République et de manière responsable ramener le processus électoral jusqu'à terme.
Ça veut dire aux élections en juin 2018. Mais la question également, c'est ça là où les bas blessent. Et que vous ne savez pas parler le même langage, vous, de l'opposition. Non, nous avons parlé le même langage. Vous avez vu le même communiqué qui a été diffusé. J'arrive à ce communiqué justement, Oui. parce qu'on a entendu dire certains leaders de l'opposition, pour ne pas les citer, le rassemblement parle d'une transition sans Kabila, c'est un ténor de rassemblement qui disait, vous dites transition, ce n'est pas constitutionnel, Kabila doit partir à travers les élections, ça c'est vrai, mais c'est là où on dit, quelque part, au niveau de l'opposition, vous ne semblez pas parler le même langage. Non, nous parlons maintenant le même langage. Vous avez suivi les communiqués qui ont été diffusés de part et d'autre dans l'ensemble de l'opposition. Nous avons dit que nous devons libérer le processus électoral d'ici le 31 décembre 2017. Mais c'était un communiqué conjoint. Par des actions pacifiques, j'arrive. Oui. Par des actions pacifiques. Oui. Vous me parlez de la transition. Pour nous, les MLC, il n'est pas question de la transition parce que ce n'est pas prévu dans la Constitution. Mais c'est une période d'intérim. C'est comme ça que nous devons le nommer. C'est une période d'intérim, ce n'est pas une période de transition parce que ce n'est pas prévu dans la Constitution. Vous savez jouer avec les mots, hein, non, des fois, c'est constitutionnel. avec les termes. C'est constitutionnel, c'est constitutionnel. Oui. Donc, c'est une période d'intérim et non de transition. Nous ne voulons pas de la transition parce que dans le monde entier, les gouvernements de transition, ce sont des gouvernements faibles. Et nous avons vu, nous sommes passés de transition en transition et vous avez vu le résultat. Nous avons aujourd'hui un budget de 4 milliards. Si nous allons dans la transition, le budget va se rétrécir, on sera autour de 2 milliards. Et la population va continuer à croupir dans la misère. C'est pour cette raison que nous éveillons notre peuple de libérer les processus électoraux parce que c'est la seule solution pour qu'il y ait alternance politique dans ce pays. C'est la seule solution pour amener le développement dans notre pays. Vous comprenez, M. Koyapa? Changeons quand même la tête du pays pour qu'il y ait de nouvelles idées. Vous comprenez? Mais rien également ne vous rassure, vous de l'opposition, que même si Kabila partait, vous allez gagner les élections. C'est ça, c'est l'autre question qu'on se pose. Nous ne pouvons pas discuter maintenant pendant qu'il n'y a pas encore élection. Parce que vous semblez un peu être rassurant, rassuré également. Nous allons gagner les élections. Oui. Pour nous, les MLC, nous allons gagner les élections. Nous l'avons déjà prouvé en 2006 lorsque nous avons gagné les élections dans ce pays. Nous le gagnerons encore avec Jean-Pierre Bemba. Et vous savez, nous sommes dans un jeu démocratique, oui, où quand nous allons aux élections, il y a possibilité de gagner ou de perdre. Oui. Ok? Que nous gagnions ou que nous perdions, nous voulons remplacer le président de la République par un autre fils de ce pays. Et vu le bilan politique des élections de 2006, vu le bilan de la majorité en 2011, je vous dis que ces deux bilans-là, les échecs cuisants de la majorité présidentielle ont déjà fait la première partie de notre campagne électorale et que pour le reste, l'opposition mise ensemble va nous ramener vers une victoire quasi certaine. Mais là, c'est ça la question. Vous n'êtes pas unis, les oppositions. Je rappelle également, je crois que c'est la préoccupation hier, un téléspectateur qui m'appelait, il dit, mais écoutez, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire au ténor de l'opposition, de dire finalement qu'ils soient unis finalement? En 2006, si on a semblé perdre, même si Bemba avait gagné les élections, selon vous, si on n'a pas pu avoir l'alternance démocratique, c'était justement à travers l'opposition, parce que vous n'avez pas parlé le même langage. En 2011, on a vu la même chose, avec un nombre important de députés, plutôt de candidats à président de la République. On semble également aller dans cette logique-là. Déjà, on voit Katumbi qui est candidat président, Bemba chez vous, les candidats président, Félix Pétain-Naturan, il est Serra, Fayulu, candidat président. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen que de faire bloc à travers peut-être l'appel de Bemba? Est-ce qu'on espère avoir cette unité d'opposition finalement? Laissez-moi vous dire qu'à ce jour déjà l'opposition parle le même langage. Comme je vous avais dit dernièrement, c'est une union qui va évoluer étape par étape. La première étape, c'est une unité d'action dans l'opposition. Ce qui est déjà, je pense, approuvé et que dans les jours à venir, vous allez voir comment est-ce que nous frapperons sur terrain. Et de ce qui est de la centrale électorale, je vous ai dit, dans ce pays, j'ai vu des belligérants armés qui sont très tués la veille, se mettre sur une table le lendemain et travailler ensemble. Les partis d'opposition sont aujourd'hui en bons termes et il y a déjà des projections qui sont faites pour l'avenir, pour surprendre et frapper très fort dans les jours à venir. Donc ce n'est qu'une question d'heure, une question de jour. Que le peuple se tranquillise sur ce point-là, à mon avis, c'est un faux débat. Un faux débat, Yves. On a vu en janvier 2015 l'opposition vraiment unie à travers la dynamique
vous y étiez là, le MLC était le principal parti politique de la dynamique. Vous avez réussi à faire fléchir la majorité à travers la loi électorale, l'article 3 à l'époque, la NIA, qui a été enlevée parce que seulement 3 jours d'affilée, vous avez paralysé les activités du pays. Tout à fait. Mais finalement, on l'a vu, ça n'a pas tardé pour qu'il y ait débauchage, des uns aujourd'hui sont dans la majorité. Monsieur Koyapa, est-ce qu'on ne va pas nous voulons pas revenir sur les passés. Voilà. Mais c'est quand même un acquis que vous n'avez pas pu consolider. C'était une réalité. Oui. Je ne veux pas condamner les gens parce que nous savons tous les responsables, des responsables qui ont travaillé pour détruire la dynamique de l'opposition. Ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Donc, les téléspectateurs qui nous suivent, ils savent les responsables de cette dislocation. Mais n'en revenons pas. Maintenant, nous partons sur un nouveau départ. Le président national a fait appel. Nous avons salué l'arrivée, la manière dont la nouvelle a été accueillie par d'autres amis de l'opposition. Maintenant, nous travaillons ensemble pour l'objectif. Pour nous, pour atteindre cet objectif de l'alternance politique. L'unité des actions tout en gardant notre autonomie. Mais nous travaillerons ensemble pour cet objectif commun qui est l'alternance politique dans notre pays. Est-ce que vous rassurez, Régis, peut-être vous allez regarder la caméra pour... ça, c'est pas, quand même pas l'église, mais rassurer la population que cette fois-ci, l'opposition sera unie et que finalement, s'il y a élection, que véritablement qu'on puisse avoir, les opposants puissent vraiment gagner les élections. De mon avis, partant du MLC également. De mon avis, au vu des informations en ma possession en ce moment et de la volonté du MLC d'aller vers l'unité de l'opposition et de marcher ensemble vers les élections, je vous rassure entièrement et totalement que lors des prochaines élections en juin de l'année prochaine, l'opposition marchera unis ensemble, main dans la main, vers la victoire certaine de ces élections. On doit attendre un candidat unique de l'opposition ou un candidat unitaire? C'est un process. Parce que c'est un process. C'est au fur et à mesure que nous discutons. Vous voyez maintenant, il y avait eu des divergences. Nous avons discuté, il y a un communiqué qui a été pondu. Bien que signé pas conjointement, séparément. Là également, ça pose un problème. Qu'est-ce qu'il y a eu finalement pour que vous n'arriviez pas à signer un communiqué conjoint? C'est le problème interne de l'opposition. C'est ça, nous voulons un débat. Ce pays doit être un pays de débat. Au fur et à mesure, nous discutons, nous réfléchissons ensemble jusqu'à trouver une solution. C'est vrai, nous sommes autonomes, nous avons des divergences. Mais au fur et à mesure, nous discuterons et nous resterons ensemble. Il y aura toujours une solution. C'est pourquoi je vous dis que c'est un process. Les téléspectateurs qui nous suivent, qu'il faut faire confiance à l'opposition, sachez que c'est un process, nous y arriverons. Comme il y a la détermination, nous sommes déterminés cette fois-ci à atteindre l'objectif qui est l'alternance politique dans notre pays. Nous allons travailler jusqu'à ce que nous ayons un candidat de l'opposition pour gagner ces élections. Très bien dit, mais la CENI également, on parle également de couac. L'indépendance de la CENI semble être un peu mise à mal à travers les comportements de certains membres du bureau de la CENI. Tout récemment, on a vu le vice-président de la CENI, qui est du PPRD, participer à une réunion de la majorité présidentielle à Kingakati autour de leur autorité morale, José Kebla Kabangé. Des justifications, la CENI dit, écoutez, c'est dans la droite ligne de sa mission, lui étant que vice-président chargé des relations avec les partis politiques, de prendre part à cette réunion. Mais là également, vous ne trouvez pas qu'on est mal parti avec cette CENI, fameuse CENI dirigée par Nanga? Je pense que petit à petit, les jours qui passent, nous avons de plus en plus de preuves que la CENI est prise en otage par la majorité présidentielle. Okay? Et j'ai été effaré de voir comment est-ce que le vice-président de la CENI se permet d'aller s'afficher dans ce genre de réunion, mais aussi par la communication qui a suivi par après. Mende dit, écoutez, c'est normal, il a été également avec les opposants. C'est totalement anormal que dans une réunion où une famille politique est en train de réfléchir pour mettre des stratégies pour gagner les élections, qu'il y ait un si haut membre de la CENI présente en train de faire des stratégies avec laquelle la majorité présidentielle et le PPRD en particulier va gagner les élections. Dans d'autres cieux, avec des dirigeants plus sérieux, il aurait simplement déposé le tablier parce que avec ce qu'il a fait, la simple solution serait qu'il puisse démissionner et quitter la CENI, simplement.
Je voulais ajouter. Démissionner, ce n'est pas les propres Congolais. Ici, qui ne tue pas. Je voulais ajouter. Aujourd'hui, l'intelligence qu'il y a entre la CENI et la majorité au pouvoir n'est plus à cacher. Parce que la preuve, avec la communication de la CENI des 504, maintenant avec la réunion de Kingakati, dont vous avez vu les vice-présidents de la CENI participer dans cette réunion. Écoutez, la loi électorale, dans son article 19 et l'article 22, au-delà de l'indépendance dont la CENI jouit, dont les membres de la CENI jouissent, ils ont l'obligation de la réserve, d'émettre des réserves dans les activités politiques. J'ai vu l'excuse dont notre porte-parole du gouvernement a essayé d'apporter. Mais lui, il justifie l'injustifiable. Non, c'est ridicule. Parce que l'approchement dont il est question dans la loi électorale, c'est l'approchement des réunions techniques et non des réunions politiques. Ni stratégique. Et lui, il est allé là-bas en tant que vice-président de la CENI ou membre du bureau politique de la majorité. Non, écoutez, il faut un peu de sérieux dans ce pays. Il faut un peu de sérieux dans notre pays. Tout le monde, ce pays n'est pas un pays des bonobos. Ce pays n'est pas un pays des moutons. Ou ce pays, ce n'est pas un pays des gens qui doivent gober n'importe quoi. La loi est claire dans son article 19 et 22. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il doit démissionner. Nous aurons notre réunion politique de l'opposition. Nous invitons les vice-présidents de la CENI de venir. Va-t-il venir? C'est la question. Est-ce qu'il faut-il pas finalement... Déjà, en quelle qualité il est allé à Kingakati? Il n'est pas allé en qualité de vice-président de la CENI. Il est allé en qualité de membre du bureau politique. Mais là, il cesse d'être membre de la CENI. C'est la loi, ça c'est clair. C'est ridicule. C'est pour ça. Il n'y a pas moyen de saisir l'Assemblée nationale. Pour nous, le Front pour le respect de la Constitution, vu la honte et les ridicules, il serait souhaitable que les vice-présidents de la CENI... Même la fragrance. Mais certaines personnes posent des questions, savoir, mais... Et ce qui était curieux d'ailleurs, quand vous regardez la photo, d'un côté, vous avez le président de l'Assemblée nationale. Oui. Celui-là qui est censé connaître même les débats qu'il y a eu autour de la loi électorale et la loi portant institution de la CENI, qui sait personnellement bien qu'il ne devait pas être là, Norbert Basengezi. Il y a le président de la République qui, lui, il avait promulgué la loi, qui était là, qui n'a pas même pas eu le temps de reprocher à Basengezi de prendre part. Mais c'est quel pays finalement? La question qu'on se pose finalement, est-ce que avec cette majorité, avec cette CENI, y a-t-il vraiment lieu d'espérer qu'il y aura les élections? Parce que la forte politisation, même en outrance, de la centrale électorale. Vous voyez vous-même dans ce pays, quelle est la valeur qui est donnée au texte, quelle est la valeur qui est donnée aux lois de la République. Ok? C'est une honte de voir comment des éminentes personnalités de cette République, ou ceux qui devaient l'être, agissent bien qu'étant en connaissance des textes, bien qu'ayant participé à l'élaboration de ces textes, se tardent cette possibilité ou se donnent le droit de marcher sur les textes de la République congolaise. Ça, c'est une chose. D'autre part, que la CENI aujourd'hui, dans son mécanisme et dans ses prévisions ou dans ses stratagèmes, prévoit de ramener indéfiniment les élections, si c'est le cas, elle se trompe. Parce que le peuple congolais, avec l'opposition et les partenaires extérieurs, nous allons marcher droit jusqu'aux élections. Nous devons supprimer du dictionnaire ou du langage du congolais le mot glissement et oublier cette mentalité de dialogue à perpétuité et de transition. Nous devons intérioriser aujourd'hui la démocratie et savoir qu'après 5 ans, le président de la République organise les élections, que nous puissions enfin fonctionner comme une nation normale. Donc, cycle normal des élections, la démocratie par rapport à ça. Mais une démocratie à tout niveau. Mais Basengezi là également, il est dans tous les coups finalement. On parle même de la fameuse machine à voter de Nanga qui s'en tient d'ailleurs à ça. Il semble même que Basengezi, c'est son fils ou c'est son frère ou son... Oui, nous avons reçu une information de ce qui genre. Qui serait dans le coup pour... qu'il est en intelligence avec les fournisseurs de matériel au niveau de la CENI. Nous allons les vérifier. Qui vient de la Corée. Nous allons apporter des preuves dès que nous le trouverons. Un de ses fils encore aux études en Corée. Encore aux études, si c'est en Corée ou à l'étranger. Encore aux études. Oui, encore aux études. Donc c'est quand même une machine à expérimentation. Tout à fait, tout à fait. Donc...
il a l'intelligence sur un fournisseur qui serait son fils. Nous parlons au conditionnel parce que nous n'avons pas encore reçu tous les éléments. Exactement. Mais dès que nous aurons tous les éléments, nous allons venir ici à la télé pour montrer à nos téléspectateurs ce qui se passe à la CENI. Ce n'est pas normal. C'est pour cette raison que nous appelons notre peuple à la conscience. Mais vous reprochez les membres de la CENI. Vous avez également un membre de la CENI. Processus électoral. Issu du MLC qui est là-bas. Écoutez, vous savez, dans un pays démocratique, c'est la voix de la majorité qui prime. Le représentant du MLC dont j'entends parler, il représente, il a quelle voix? Sa voix, même s'il